Le projet est né de manière tout à fait accidentelle, parce que Philippe Gravier m'a harcelé, a essayé de me corrompre, en me proposant des cigares, du Bordeaux que je déteste, des pâtes en pensant qu'il est un bon cuisinier, ce qui n'est pas, en mettant de la crème liquide dans des pâtes à l'arabia, que j'ai même envoyé une lettre recommandée pour lui dire que c'était une trahison, ouais, des trucs comme ça. À force de harcèlement métaphysique, j'ai cédé. Et donc j'ai dessiné au prorata du manque d'estime que j'ai pour mon ami Philippe, en gros 30 secondes. J'ai fait 30 secondes, et puis il me dit qu'est-ce que j'en fais? Je dis, ben, je sais pas, tu m'as demandé une table, voilà, donc je dessine en étant main levée. Sauf que le vrai développement, c'est un développement de type schizophrène. C'est-à-dire on prend le dessin et on l'agrandit par homotétie à l'échelle 1. C'est-à-dire que ce qui est micro devient dans le macro une autre réalité. Et quelque part, il y a un transfert aussi dans la réalité de ce travail qui peut paraître très charnel, très onirique, etc. En réalité, il y a une dictature du raisonnement. Il y a une intuition mathématique, une intuition structurelle. Donc c'est du déplacement de l'intuition primitive pour en faire, pour lui donner une ambition maximale. Mais en même temps quelque chose d'irréversible, quelque chose de définitif, coulé en œuvre, total. Et c'est ça. Et chacune des 5 pièces que j'ai dessinées pour Philippe parle de cette déclinaison homothétique. Mais sans aucune réparation. Il n'y a jamais, le dessin n'est fait qu'une seule fois. C'est juste ou faux. Parfait ou imparfait. Ça parle de ça. Ça parle de l'irréversible. C'est instinctif, c'est une mémoire jetée sans aucune possibilité de revenir en arrière. Il a plus fait avec une marge d'erreur amplifiée puisque c'est dessiné à très petite échelle. Et lorsque c'est amplifié à l'échelle 1, le trait, l'hésitation, la marge d'erreur font sens. Voilà. Vous savez, dans le MUSEM, lorsque je demande à un ingénieur sur les 6000 pages de calcul pour identifier les verticaux, s'il est sûr de son compte, il me répond, la seule chose dont je suis sûr, c'est de combien je me trompe. Voilà. Moi, j'ai souhaité un bois très dur, très dense, et ça n'a pas été vraiment un sujet de controverse. On a fait le bois, le bois qui était finalement un des bois les plus beaux, le palissandène, hein, quand même, l'Indonésie, enfin un palissandre, c'est très beau. Moi, je voulais du palissandre. Le côté flammé, le côté un peu sauvage, était quand même très bienvenu. Je ne crois pas à l'idée de la vision globale de l'architecte qui va de la poignée de porte jusqu'à la question urbanistique. C'est une mythologie. Moi, je suis un ennemi du mouvement moderne. Franchement, je vous dis, le Bauhaus, ça ne m'intéresse pas. Le mouvement moderne, je pisse dessus, je trouve ça d'une grossièreté. Vous avez tout le fondement doctrinaire, politique et idéologique du mouvement moderne, c'est la haine du bourgeois. Or moi, je suis un petit bourgeois provençal, provincial, réactionnaire et maniériste. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et je vais vous dire, l'amnésie des modernes qui vivent dans les beaux quartiers du 18e à Paris, franchement, ça m'attire, ça m'excite pas. Voilà, ça m'excite pas. Et je n'ai pas vocation à être un designer. Je l'ai fait parce que Philippe me l'a demandé. Ça me fait plaisir de le faire pour Philippe. Est-ce que je le referai? Je ne suis pas sûr. Peut-être que je le referai pour Philippe s'il me demande autre chose, mais je ne me sens pas de vocation à faire de l'international design tiré à 10 000 exemplaires sur la planète. Je veux dire, on est déjà tellement submergé par la pornographie du design global. Je veux dire, faire une chaise en plastique de plus blanche, ça va, c'est bon, quoi, tu vois. Écoutez, regardez ça. L'émotion, elle est dans les forces et dans les formes du travail. Regardez. C'est pour cela que je suis détesté. Vous voyez ? Voilà, regardez. Ça parle du travail, c'est ça, la sentimentalisation. Vous vous rendez compte ? Hein, la sentimentalisation, le récit, la narration, ça parle de ça. Moi, je suis un architecte de la décadence, du maniérisme, de la vulgarité, du profane. Tu vois ? Je suis une architecture absolument superficielle. Tout le travail ne parle que de superficialité. Je suis un homme superficiel. Quand voilà, absolument pas minimaliste. Non, franchement, vous voyez avoir un ami, il vous amène au lit par la main, il vous dit attention, je suis un architecte minimaliste la nuit. Non mais sans déconner. Attends, j'ai une sexualité minimaliste, j'ai un cœur minimaliste. Tu vois, putain, mais serre-toi de ta langue alors. Si ta bite est minimaliste, tu comprends? Non mais, comme la pelle et du seau sur la plage, pour bâtir des châteaux de sable qui à un moment donné peuvent pleurer, peuvent s'effondrer. Voilà.
Qu'est-ce que je raconte là? Attends, des conneries, les gars. Parce qu'il y a Jean Valjean là-bas. Ouais. On dirait Jean Valjean, Jean Moulin. Cette expo, c'est une prise de position contre le Bauhaus, contre le moment moderne, contre Adolf Loos, contre Hitchcock, par exemple. Hitchcock. Tu vois, Hitchcock, tu sais ce qu'il dit? Il ne veut pas faire tourner des femmes méditerranéennes dans ses films parce qu'elles portent leur sexe sur la figure. Tu comprends? Il dit ça. Et ça passe, et ça nourrit l'intelligentsia européenne. Tu vois? Après, tu comprends comment la racine cognitive s'installe. Et évidemment, les projets que je dessine, ils ne sont pas dans cette nature-là. Ils ne sont pas dans la pudeur. Laetitia Masson est une très grande auteure de la scène underground française. Elle a un côté la niche à la française. Vous savez qu'elle a été primée à Berlin, primée à Cannes, etc. C'est un film d'auteur, c'est une œuvre perso. Tous les films de Laetitia Masson sont des films qui sont des quêtes personnelles, un peu post-féministes, c'est-à-dire elle s'investit personnellement dans tous ses films, elle cherche. Elle cherche l'amour, elle cherche l'identité, elle cherche l'altérité, elle cherche, bon. Donc c'est pas un film à la portée des architectes. Les architectes sont un peu nunuches quand même dans ce pays, vous le savez, un peu comme con, hein. Bon, là évidemment, elle me cherche, elle ne me trouve pas. Et en même temps, elle me met le compte quand même, vous voyez. Elle dit à la fin, mais l'amour ce n'est pas du cinéma. Elle se met en danger, davantage que ce qu'elle me met en danger. Mais vous savez, Lars von Trier à côté de Laetitia Masson, c'est une tapette, Lars von Trier. Parce que Laetitia Masson, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de script, il n'y a pas de son, il n'y a aucune préparation, c'est l'image brute, caméra en main, jamais posée sur un trépied. Elle le prend et c'est fait, et c'est irréversible. Et c'est ce que nous avons en commun, c'est l'idée de l'irréversibilité d'une décision esthétisante qui refuse de passer par l'analyse et la reconstruction analytique. C'est irréversible. C'est ça que je trouve très beau dans les films de Laetitia Masson. Mais elle est très très respectée par la scène underground du cinéma. Hein. Ah oui. Le Stade Jean-Moulin, c'est l'expression de l'hystérie réglementaire. Il y a un territoire, il y a des règles, il y a un PLU, il y a un plan d'urbanisme. Tout autour du stade, on a des règles de hauteur différentes. D'accord? On relie toutes ces règles de hauteur différentes et ça fait une ligne qui est celle du stade aujourd'hui. Donc le stade fait la hola, mais en réalité, il danse sur l'anxiété réglementaire. C'est comme si on a un coup de revolver dans les pattes et que vous sautez sur les pieds. C'est ça, le stade de Jean-Moulin. Il saute sur ses pieds parce qu'il a peur de l'environnement immédiat, notamment de son environnement réglementaire. Puis après, la dématérialisation, c'est parce que c'est une vision qui n'est pas forcément monoculturelle, comme le Parc des Princes. C'est notre épopée de l'art de construire, ou des métiers de la construction. Après, si vous voulez, je vous parle des complexités géométriques, constructives. Je vais être obligé de passer dans un autre registre de dialogue. Il faudrait écouter là-bas, vous allez voir, c'est d'un autre niveau. Après, c'est pas... Mais le béton, parce que c'est un matériau environnemental, parce que c'est un matériau à une empreinte environnementale favorable, avec une chaîne courte de liaison, avec un portage social, économique, de proximité. C'est un matériau qui ne se fait pas coloniser, c'est tout. C'est un matériau qui ne se fait pas coloniser, voilà, c'est tout, c'est ça l'intérêt. Sur le MUSEM, rien que pour identifier les structures verticales, il y a 6000 pages de calcul. Quand je demande à un ingénieur s'il est sûr de son coup, il me répond, c'est un mathématicien de l'école des ponts, il me répond, la seule chose dont je suis sûr, c'est de combien je me trompe. C'est tout à fait à l'image de l'esthétique de l'école mathématique française, de la gestion de l'erreur, vous voyez. Et donc la différence, un ouvrage comme ça, par exemple, il se déplace en configuration sismique de 5 cm, il revient à sa position initiale. Vous voyez, il fait vous, puis il revient. Donc vous imaginez les modélisations numériques qu'il faut faire. Donc le futur de l'architecture, c'est un très haut niveau d'appréhension mathématique en matière de théorie des solides, théorie des comportements, avec un matériau archaïque qui est le béton. Et pas l'inverse, d'accord? C'est-à-dire c'est une main de velours dans un gant d'acier, et pas l'inverse. Hein? Une main d'acier dans un gant de velours, vous voyez? C'est-à-dire sévère dehors et tendre dans le cœur, tendre au cœur. Voilà. C'est comme ça. En clair, être féminin. C'est ça le futur de l'architecture, être féminin. 1, la haine. 2, le voyeurisme. 3, la rigolade.